du moment où il y aura des forces étrangères qui vont venir, et ils sont en train de se préparer d'ailleurs, je le sais, depuis un moment, dès qu'ils vont mettre les pieds dedans avec la présence de Tsahal d'une façon ou d'une autre, on s'en fout d'aller à la ligne rouge parce que je vous rappelle que la deuxième phase, c'est la ligne rouge et après c'est le périmètre. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. On a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui se passe sur deux zones séparées dont on a beaucoup parlé au cours des 2 dernières années. La bande de Gaza d'abord, mais aussi le Liban, parce que c'est important ce qui se passe au Liban et vous allez nous l'expliquer. Mais avant tout, je voudrais que l'on revienne sur cette attente. On est dans l'attente après l'annonce du Hamas hier de l'identification du corps de la dépouille mortelle de Hadar Goldin, du lieutenant Hadar Goldin. On attend, on pensait que durant la nuit, le Hamas allait faire comme il l'a fait, on va dire, ces dernières semaines, c'est-à-dire restituer le corps d'Hadar Goldin à la Croix-Rouge, qui le restituerait ensuite à l'État d'Israël. Ça ne s'est pas passé. Est-ce que vous avez une explication pourquoi ? Il n'y a pas à expliquer, c'est le Hamas. Ça aurait été étonnant s'ils auraient conduit autrement. Chose qui est étonnante, c'est que ils ont trouvé le corps dans le territoire jaune, si vous voulez, dans le territoire sous contrôle de Tsahal. Oui, alors comment on explique ça ? Avec la délégation de Croix-Rouge. Alors, moi-même, je me pose la question, comment ils ont fait pour repasser côté Khan Younes, de côté là où sous contrôle du Hamas, avec le corps, et pourquoi on les a laissés faire, et où est la Croix-Rouge dans tout ça? Ça, c'est un. Et deux, il y a un accord. Il y a un accord dans lequel ils doivent rendre tous les otages, les vivants et les morts. Il nous reste encore 5 otages morts à restituer. C'est ça, parce que vous êtes en train de dire que le Hamas jouerait avec l'État d'Israël actuellement et voudrait négocier, on va dire, la restitution du corps d'Hadar Goldin en échange de la libération, on va dire, de ces 150 à 200 terroristes qui sont coincés depuis, on va dire, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, dans un tunnel à Rafihar, c'est cela ? Oui, c'est ça. Apparemment, c'est ça, mais bon, on verra comment ça va se passer. Il est clair, moi-même, j'ai entendu le chef d'état-major dire, en personne, je dis, OK, il a dit, jamais ces terroristes vont sortir avec des armes de tunnel. Ils seront obligés de lever les bras, de poser les armes, et ce n'est que dans ces conditions qu'ils vont sortir, ils vont être interrogés, et puis on décidera quoi faire. C'est ça, c'est-à-dire que pour l'armée israélienne, quoi qu'il advienne, il n'est pas question de les libérer, en tout cas de les libérer, les laisser partir armés, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Mais pas de les garder, il n'est pas question de les arrêter ? Je crois qu'ils vont être interrogés. S'il y en a parmi eux qui ont participé aux événements du 7 octobre, ils vont sûrement être arrêtés. Sinon, le reste, ils peuvent revenir chez eux. Il y a encore 2 millions comme eux, donc c'est pas grave. Alors, je voudrais vous nous expliquer un peu comment ces terroristes, ces 150 terroristes sont retrouvés coincés dans ce tunnel. C'est-à-dire, c'est un tunnel qui est situé où ? Il est situé dans une zone qui est sous contrôle de Tsahal ou dans une zone qui est sous contrôle du Hamas ? Sous contrôle de Tsahal. Et si vous voulez, c'est à l'issue d'une stratégie de l'armée, de savoir-faire, qui fait qu'on a explosé pas mal de l'infrastructure sous-terrestre. Et au fur et à mesure, on a créé des blocages. Je vous rappelle qu'en début de la guerre, en 7 octobre, une personne pouvait rentrer au nord de la bande de Gaza sous terre et sortir quelques heures après, côté Philadelphie, sans voir le soleil. Rien que dans le souterrain. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est fini, c'est barré de partout, explosé de partout, et au fur et à mesure, on rétrécit le passage. Je suppose que ces bandes de terroristes se sont accumulées dans cet endroit au fur et à mesure des blocages qu'ils ont trouvés en cours de route. Donc, ils sont revenus en arrière, et au fur et à mesure, ils se sont trouvés coincés dans cette
dans cette bout de tunnel afin de renégocier leur situation. Vous pouvez imaginer dans quelle situation ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont des munitions, ils ont Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont des boissons, de quoi manger, munitions. Ils peuvent pas avoir trop, mais bon, ils en ont. Ils sont coincés comme vous pouvez l'imaginer, donc il n'y a rien à faire avec eux, Ok. sauf de les attendre. Ça pose la question du nombre de tunnels, on va dire. Quel est le pourcentage de tunnels qui ont été détruits dans la bande de Gaza? Et en particulier, est-ce qu'aujourd'hui, de par le fait qu'il y a un cessez-le-feu, Israël parvient à continuer à détruire les infrastructures souterraines du Hamas? Alors, j'irai pas au pourcentage, ça sert à rien. Je peux vous dire qu'on a rencontré le 7 octobre une réalité de plus de 550 kilomètres de tunnels, de souterrains. Rien que pour vous donner une proportion, le métro parisien fait moins de 320 kilomètres. Le métro de Londres fait 370 kilomètres. La bande de Gaza fait 550 kilomètres. Alors, avoir une proportion. On a fait un grand travail, on est en train de le faire encore et on continuera à le faire, bien sûr, dans les zones sous contrôle de l'armée. Et le but, c'est d'éliminer au maximum possible. Mais bon, surtout, couper et barrer la route, les routes qui étaient auparavant dans le tunnel. Alors, il y a cette fameuse ligne jaune dans la bande de Gaza aujourd'hui qui sépare la bande de Gaza en deux. On va dire d'un côté, on va dire quelques 50% de la superficie, plus ou moins, de la bande de Gaza est sous contrôle israélien. De l'autre, eh bien, c'est apparemment le Hamas encore qui est là-bas sur place. On parle aujourd'hui de la mise en application de la seconde phase, puisque on espère que tous les otages assassinés vont être restitués. Mais est-ce que finalement, c'est dans l'intérêt d'Israël d'aller plus loin? Parce que aller plus loin, ça veut dire aussi se retirer. Il faut voir quel est le deuxième étage. Deuxième étage de l'accord est que le Hamas se sépare de ses armes, d'une part, et d'autre part, il lâche le contrôle civil et politique pas politique, pardon, civil et militaire de la bande de Gaza. Il y a des forces étrangères et autres qui vont reprendre la place. C'est ça la deuxième phase. Est-ce que ça va se passer? Bien sûr, si ça va se passer, bien sûr que c'est dans l'intérêt de l'État d'Israël. C'est tout ce qu'on voulait, si vous voulez. Et maintenant, on n'a pas la bande de Gaza n'est pas coupée en deux, mais elle est entourée. Les 50%, c'est un entourage autour de la ville de Gaza et la ville une partie de Khan Younes et les camps de réfugiés de centre. C'est ça l'entourage. Donc c'est 50%, mais très décisif, très critique. Dans l'intérêt d'Israël, sur le plan sécuritaire, sur le plan stratégique, dans l'absolu, ça serait un intérêt stratégique pour Israël de se maintenir sur cette ligne jaune. Oui et non. Du moment où il y aura des forces étrangères qui vont venir, et ils sont en train de se préparer d'ailleurs, je le sais, depuis un moment. Dès qu'ils vont mettre les pieds dedans, avec la présence de Tsahal, d'une façon ou d'une autre, on s'en fout d'aller à la ligne rouge, parce que je vous rappelle que la deuxième phase, c'est la ligne rouge, et après, c'est le périmètre. Oui. La ligne rouge, c'est environ... Le périmètre lui-même, il fait entre 800 et 1500 mètres de la frontière connue, internationale. Et là, on compte rester à long terme jusqu'à qu'on verra que l'ordre est mis. Et sinon, la ligne rouge, elle est à quelques mètres derrière la ligne jaune. C'est pas dramatique. Alors écoutez, je voudrais que l'on change de front et que l'on revienne sur le Liban, parce que le Liban, on va dire... On accumule, on ne change pas, on accumule. Oui, on ne change pas, effectivement. Mais le Liban, on avait le sentiment, et on disait toujours, il faudrait que ce qui se passe au Liban, ça soit mis en application dans la bande de Gaza, c'est-à-dire que la possibilité pour Tsahal
général de frapper là où il y a des nids de terroristes. Et là, on voit que les choses sont en train de se dégrader et que le Hezbollah reprend du poil de la bête, reprend le contrôle, même s'il reste au niveau des infrastructures au-dessus du fleuve Litanie. Il y a une présence du Hezbollah au sud et cela oblige Tsahal à réagir, n'est-ce pas? Alors, les gens, les gens ne réalisent pas, mais il y a une vraie guerre. Elle n'a jamais cessé au sud de Liban. Elle continue tous les jours. Et je peux même dire que l'action militaire israélienne continue 24 heures sur 24 et avec tous les moyens aériens, terrestres et tout. Et pour éviter à ce que le Hezbollah se réinstalle d'une part au sud de Liban, mais ce qui est plus important, qu'il n'arrive pas à reconstruire son infrastructure de fabrique et de faire entrer des munitions et des armes des convois iraniens, qui y tentent tous les jours, ça il faut le dire. Chaque jour, ils tentent de faire entrer des quantités importantes de munitions et des armes. Mais d'où elles Certains viennent, sont réussis, certains non, mais bon, il y a une vraie lutte là-bas. mais d'où elles viennent ces armes, Meir? C'est-à-dire parce que on avait le sentiment aussi que avant les armes venaient L'Iran, l'Iran n'a jamais lâché non, sa stratégie. L'Iran est toujours là, mais il y a plus l'Iran est toujours actif. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont publié que l'Iran exporte par jour 2,3 millions de barils de pétrole. d'huile, de pétrole, des quantités qui n'ont jamais été, même dans l'époque de l'accord actuel, actif avec l'Iran et les États-Unis. Mais avant, il y avait la Syrie. On n'a jamais lâché sa stratégie. Et si vous voulez, le problème accentue le bout, c'est le Hezbollah, mais derrière, c'est l'Iran. Et voilà que les choses se compliquent et il est question de temps que ça explose à nouveau. Mais avant, les armes iraniennes, elles passaient par la Syrie. Aujourd'hui, est-ce qu'elles continuent à passer par la Syrie? Toujours, oui, bien sûr. N'oublions pas que il y a l'Irak qui est des grands adhérents de l'Iran. Il y a les milices chiites là-bas qui sont très supportives. D'ailleurs, c'est notre prochaine frontière, c'est l'Irak. Et frontière active, je veux dire, alors qu'ils n'étaient pas. Et puis la Syrie n'a pas changé de forme. Ils ont toujours leur milices chiites et alaouites qui sont toujours là-bas en train d'essayer de survivre sous le contrôle de Hachara. Mais ils sont là. Alors, Ils détiennent de terrain, ils facilitent le passage et c'est Israël qui est en train de lutter contre ça. et que doivent faire, par exemple, dans le cas précis, les Américains? Est-ce qu'ils ont la capacité aujourd'hui, les Américains, d'offrir leur aide, par exemple, au gouvernement libanais afin qu'il neutralise le Hezbollah ou c'est pas du tout réaliste? Pour l'instant, il faut insister. L'aide a été donnée. Et en argent, en facilité, en présence de troupes de différentes armées américaines et européennes. Mais apparemment, le gouvernement libanais hésite ou a peur d'aller un pas de plus. Je vous rappelle que l'armée libanaise est construite par des chiites aussi. Oui. Donc, c'est très, très complexe. Si j'ai bien compris, ce matin, il y a une délégation américaine qui arrive au Liban pour les bousculer, pour leur expliquer où ça va, tout ça. Et ça dégringole, c'est clair. Ces derniers temps, ça s'accentue de plus en plus et ça risque d'exploser à chaque seconde. Eh bien, il ne faut pas l'espérer. En tout cas, il y a une forme de vigilance, on le voit, de la part de l'armée israélienne qui ne laisse pas passer, qui ne laisse rien se passer. D'ailleurs, Daniel, c'est un bon exemple pour la bande de Gaza. C'est un très bon exemple, le pourquoi il y a une obligation de notre présence sous des contrôles dominants et ne pas lâcher jusqu'à qu'on est clair et sûr que ça va se calmer, d'une part. D'autre part, je rappelle à tout le monde, on n'a jamais changé nos voisins, ils sont là. Ils ne sont pas devenus des dictateurs d'Israël. Donc,
C'est important de le rappeler. Effectivement, il n'y a pas dans les accords, dans l'accord de Donald Trump, de clause qui oblige le Hamas ou le Hezbollah à annuler la charte de leur mouvement terroriste qui prévoit l'élimination d'Israël. Ça, c'est regrettable. En tout cas, cela oblige Israël à rester vigilant. Merci beaucoup, colonel Meir Dahan, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces deux fronts qui restent donc actifs aujourd'hui encore, même 2 ans après, même sous forme, alors que l'on parle de cesser le feu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Daniel. Bonne continuation, à bientôt Meir. À bientôt.